Delphine Chaume, bonjour. Bonjour Olivier. Nous sommes de retour dans le Forum des Humanités pour nous consacrer encore une fois à la question des émotions. Et cette fois, nous allons nous intéresser à une auteure, Cynthia Fleury, qui est philosophe de formation, qui est devenue également psychanalyste, et ça a son importance, qui est titulaire de chaires à la fois au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, mais également à l'hôpital. Et elle est écrivain et intervient souvent dans le débat public, et notamment à l'occasion d'un ouvrage qui s'appelle « Le soin est un humanisme », qui a été publié chez Gallimard dans une petite collection nouvelle qui s'appelle Tract. Et ce bouquin a rencontré un vif succès, et notamment parce qu'il dit le diagnostic qu'il pose sur une civilisation qui, lorsqu'elle ne prend plus soin, n'est plus rien. Oui, c'est ça. Donc, c'est une approche globale du soin que propose Cynthia Fleury dans cet ouvrage. Et en même temps, elle part d'un constat très concret, d'une observation physique, corporelle, des individus qui se trouvent sur les ronds-points, des gilets jaunes, de cette espèce de ras-le-bol, en fait, qui s'exprime physiquement par la fatigue des yeux, le visage usé. Et elle se dit que ce n'est pas possible qu'en France, aujourd'hui, il y ait une telle usure des corps. Le manque de soins des individus envers eux-mêmes est symptomatique d'une absence de valeur dans le monde, et c'est ça vraiment le problème. Et en plus, qui touche une population qui, et là Cynthia Fleury cite Marx, avec cette citation qui est vraiment frappante: « Cette maison de mort putride, il faut encore qu'il la paye. » Et là, on est dans un état d'incurie des êtres envers eux-mêmes et envers les autres, en fait, l'État aussi, puisqu'elle parle également de l'État, qui est problématique, et donc elle lance un cri d'alarme. Oui, ce que Marx veut dire par là, c'est que l'état de désolation du monde fait que les gens se replient sur eux, sont dans des vies précaires où la seule question est celle de subvenir à ses besoins, à payer les traites, les loyers, et il n'y a plus de sens, donc les valeurs disparaissent. Et ça, c'est très important parce qu'on voit que la question du soin n'est pas le soin médical simplement, c'est le soin qu'on s'apporte, le soin qu'on porte à l'autre, et elle arrive à faire cette pirouette qui est très intéressante philosophiquement. Elle rapproche cette question du soin d'une autre question, celle qu'avait traitée Jean-Paul Sartre dans « L'existentialisme est un humanisme ». D'ailleurs, le titre de l'ouvrage est un écho à ce classique, cette conférence classique de Sartre, qui a donné ce livre « L'existentialisme est un humanisme ». Et là, c'est frappant parce qu'elle le dit, elle le conçoit. Sartre ne parle pas du soin, mais si on lit le texte avec cette question du soin, on voit qu'il traite exactement cette question, puisque c'est la question du rapport dans l'existence à l'autre et à la fabrication de soi. C'est ça le soin, c'est se fabriquer et fabriquer le monde dans lequel on vit. Exactement, en fait, l'existence n'est pas dissociable du soin et vice-versa. Donc, que dit Sartre dans « L'existentialisme est un humanisme » en 1945 ? Il dit « J'ai une responsabilité pour moi-même, mais aussi pour tous. Je crée l'image de l'homme que je choisis, et en me choisissant, je choisis l'homme. » Alors là, le « me », ce n'est pas le « moi », c'est l'homme. Et donc, il y a effectivement, dans ce texte de Sartre, un lien entre l'existence et autrui. Il y a ce lien à autrui qui est vraiment central. Et d'une certaine manière, exister, c'est porter le destin de tous pour moi-même. C'est-à-dire que dans mon individualité, je suis responsable de l'existence des autres. Et donc c'est cette responsabilité qui est une éthique, mais qui n'est pas une impunité. Donc il y a bien une différence là-dedans. Et en même temps, ce que dit Sartre, c'est que je suis ce que je fais. C'est-à-dire que je peux me faire l'homme que je choisis d'être. C'est-à-dire que je peux choisir la forme de vie, je peux choisir la forme d'être, je me sculpte en permanence, ce qui fait aussi que je peux me sculpter différemment à d'autres moments et d'une certaine manière envisager une voie de guérison qui soit une autre forme de vie. Et c'est cette plasticité, en quelque sorte, que Cynthia Fleury nomme l'exceptionnalité de l'homme, c'est-à-dire cette propension à se former tout le temps, à avoir aussi une critique vis-à-vis des formes qu'on prend et à assumer une responsabilité envers soi-même et envers les autres. Et c'est cette exceptionnalité de l'homme qui conserve la qualité d'humanisme dans l'humain.
Oui, c'est vrai que c'est très important. Elle souligne cette capacité qu'on ne doit jamais perdre, c'est la capacité de juger, de se-juger, de juger le monde dans lequel on vit de façon critique, de façon à s'améliorer, à se transformer, à se perfectionner. C'est une idée très très importante, l'idée du perfectionnement. Et ça rejoint une autre idée qui est plus contemporaine et très à la mode, très en vogue, c'est celle de capacité ou de capabilité qu'on trouve chez Amartya Sen, l'économiste, et qu'elle développe, qu'elle reprend à son compte. C'est cette façon, si on peut résumer, c'est d'augmenter la puissance de vie qu'on a chacun en nous, d'aller trouver des nouvelles ressources pour augmenter cette puissance de vie. Finalement, on retrouve aussi chez les malades qui nous permettent de retrouver quelque chose qui est commun à tous. Celui qui est malade nous permet de voir notre vulnérabilité. Et la vulnérabilité, c'est ce qui exerce une contrainte, ce qui nous empêche de déployer toutes nos forces et toute notre puissance. Mais c'est aussi, cette vulnérabilité, ce sur quoi on travaille pour se dépasser et inventer des formes de vie nouvelles. Donc la notion de capacité est centrale dans son travail. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, elle va prendre des notions comme effectivement la vulnérabilité, la douleur, l'adaptabilité, pour montrer de quelle manière il faut envisager ces notions complètement différemment. Donc effectivement, sur la vulnérabilité, qui peut être un frein, en fait, elle dit c'est pas forcément du tout quelque chose de toxique ou de néfaste, la vulnérabilité. Il faut changer notre regard là-dessus. D'abord parce que la vulnérabilité nous permet effectivement d'envisager l'autre en tant que vraiment autre, autre que moi, donc d'envisager la différence de l'autre. Ça permet aussi d'envisager l'autonomie de manière viable, de pouvoir habiter le monde de manière moins brutale en fait. Donc la vulnérabilité, elle est aussi une puissance régénératrice. Elle est source de beauté en fait, la vulnérabilité. Cette fragilité, il ne faut pas la renforcer bien évidemment, mais on peut s'appuyer dessus pour créer une dynamique différentes et créer de nouvelles formes de vie, effectivement. Et de nouvelles normes de vie aussi, elle emploie cette expression, puisque il ne faudrait pas croire que nous sommes condamnés à vivre une seule vie. Chaque vie est unique et singulière, et cette vulnérabilité est là pour nous le rappeler aussi. L'individu qui va perdre cette relation à lui-même, à sa fragilité, à sa vulnérabilité, elle en parle aussi. Elle parle d'une crise du sujet. Alors le sujet, le jeu sujet, c'est celui qui arrive à construire un parcours d'irremplaçable, d'un individu singulier. Et celui qui perd le sens de ça, c'est cet individu qui est quantifié, qui est soumis à la pression des marchés, qui est soumis au stress incessant du monde, du numérique, de l'information continue, et qui, elle le dit, elle explique, on assiste à ça, qui commence à se détacher de lui-même et devenir un étranger à lui-même, se détacher aussi de sa propre douleur, parce que finalement, pour évoluer dans ce monde, il vaut mieux être loin de soi, il vaut mieux être loin de ses émotions. Et elle articule cette question-là à la question justement du soin et du monde du soin. Est-ce que ce n'est pas à ce monde-là de prendre en charge cet individu qui s'est détaché ? Alors effectivement, là, vous soulevez des points essentiels du texte de Cynthia Fleury. Elle n'est pas doloriste, c'est-à-dire qu'elle ne va pas ériger la douleur en valeur. En revanche, elle dit attention à ne pas vouloir exclure la douleur de nos vies. Dans le sens où elle voit, elle aussi en tant que psychanalyste, elle voit beaucoup de patients qui cherchent à disparaître, à s'effacer, tout simplement pour fuir la douleur, pour éviter la souffrance. Mais en évitant la douleur et la souffrance, en fait, ils perdent toutes leurs valeurs également, les valeurs en lesquelles ils croient, pas la valeur intrinsèque à l'individu. Donc ils perdent toutes leurs valeurs, ils veulent fonctionner, ils ont la tentation de vouloir fonctionner en automate. Et le problème en fait de ça, c'est que cette fuite de la douleur va avec une déverbalisation. C'est-à-dire qu'ils s'empêchent de formuler toute leur souffrance, toute l'injustice sociale aussi qui pèse, qui leur pèse. Et à ce moment-là, il ne reste plus que la rage et la colère. Et cette déverbalisation, qui va avec la fuite donc, de la douleur, a pour conséquence aussi qu'ils ont le sentiment de remplaçabilité.
c'est-à-dire d'être remplaçable, d'être interchangeable, parce que effectivement, ils se muent en automates, en robots, en zombies, et ils ont le sentiment d'être interchangeables. Et à ce moment-là, il y a cette colère qui se retourne contre eux-mêmes ou contre les autres. Donc, la douleur n'est pas à éradiquer. Il faut la reconnaître. Ça ne suffit pas de la reconnaître. C'est pas suffisant. Elle dit c'est pas suffisant parce qu'après, l'individu peut s'identifier à sa douleur. C'est-à-dire le patient qui dirait « Moi, je suis un être souffrant, un individu souffrant et c'est tout, c'est ce qui me définit ». Et c'est là où en fait le monde du soin est particulièrement important parce qu'il faut un accompagnement médical, humain, qui disent oui, je reconnais ta douleur, mais dans le même temps, c'est-à-dire simultanément, je vais te donner les moyens d'inventer une autre dynamique créative qui va t'amener à un autre point. Jamais tu vas pouvoir revenir au point d'avant, mais tu vas pouvoir sortir en fait d'une impasse. Il y a cette idée dans le soin du partage. Le soin est un partage. Il ne faut pas penser d'un côté le malade et de l'autre le soignant. C'est une co-construction, une co-création où le soigné, le malade, apporte un savoir. Il est un malade, il n'est pas la maladie. C'est-à-dire qu'il a une connaissance sur la maladie qu'il porte et qu'il va le partager et qu'il devient donc un expert qui est écouté et échange avec le soignant. Et c'est très intéressant parce qu'elle raconte une relation qui se noue, qui est totalement différente de celle qu'on pourrait imaginer. Le soignant avec son magistère de la science qui dit le diagnostic et le soigné qui suit le diagnostic posé. Non, elle dit il faut faire un distinguo et c'est son parcours de philosophe et psychanalyste qui lui permet de faire ça. Elle dit bon, d'un côté, il y aurait la vérité scientifique. Certes, il y a le diagnostic, il faut le poser, il faut le dire, c'est important. Mais il y a une vérité plus importante, c'est la vérité capacitante. C'est-à-dire qu'est-ce que je vais dire au malade pour l'aider justement à augmenter sa puissance de vie, à transformer son parcours pour non pas revenir à l'état antérieur, mais pour fabriquer une forme de vie nouvelle. Oui, effectivement, c'est ce qu'elle appelle la vérité capacitaire. Et donc là, elle prend l'exemple notamment des maladies chroniques, parce que c'est quelque chose qui se développe énormément aujourd'hui et qui reconfigure complètement notre approche de la santé, de la maladie et même de la guérison, en fait. C'est ça qui est intéressant. Donc, dans la définition de l'OMS des maladies chroniques, sont des maladies qui nécessitent un suivi sur plusieurs années. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ce sont des maladies qui ont un impact considérable sur la vie du patient et de son entourage. Et là, en fait, on est face à quelque chose qui est relativement nouveau, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas ce n'est pas la maladie qui est du côté de la mort, mais la maladie est dans la vie. Donc il faut vivre avec la maladie. Il ne s'agit plus de ne pas succomber à la maladie, mais de vivre avec la maladie. Comme dit Cynthia Fleury, c'est vivre mal avec un mal qui vit. Et donc là, et c'est tout l'enjeu en fait de son travail, c'est de saisir la question de la vérité dans sa complexité et dans sa globalité. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, pas uniquement scientifique, mais aussi métaphysique, parce que la maladie chronique oblige à de manière intense, réfléchir à des questions métaphysiques. Qu'est-ce que le bien-être ? Qu'est-ce que le bien-vivre ? Quels vont être mes rapports avec autrui ? Parce que ça a cette particularité-là, que ce sont des maladies qui sont parfois imperceptibles, mais qui laissent des traces profondes chez le patient et son entourage. Donc ça, c'est la première chose. Comment aborder toutes ces questions ? Et puis, la deuxième chose, c'est que l'hôpital est aussi dans une démarche ambulatoire de plus en plus, et notamment avec les maladies chroniques. Et comment on peut imaginer un processus de soins ambulatoire si le patient est uniquement le réceptacle d'un savoir qui le dépasse ? Elle dit en fait le patient doit devenir un patient expert, c'est-à-dire qu'il doit s'approprier lui-même la connaissance, donc c'est la vérité, la connaissance, mais capacitaire, c'est-à-dire qui lui permettent de prendre en charge lui-même son traitement dans une dynamique créative, mais accompagnée
par le personnel médical. C'est-à-dire qu'il n'est plus dans l'hôpital complètement pris en charge et en subissant en fait tous les soins. Non, il va tout se réapproprier aussi un certain savoir, mais accompagné. Et c'est là où elle prend l'exemple des victimes post-traumatiques, où elle dit, voilà, en fait, là, c'est très symptomatique, pour le dire comme ça. La victime, il faut la reconnaître comme victime, mais, donc lui reconnaître le statut de victime, sans qu'elle soit aliénée dans ce statut de victime, parce que sinon elle va se sentir réifiée, chosifiée, et donc remplaçable, avoir ce sentiment de remplaçabilité. Et donc là encore, il faut de manière simultanée lui reconnaître le statut de victime en même temps que de lui montrer le chemin vers la résilience. Mais ça doit être simultané. En vous écoutant, on parle bien sûr du soin sous son versant médical et scientifique, du soin donc sous son versant métaphysique, mais tout ce que vous venez de dire, on pourrait très bien le transposer sous un versant politique, et notamment de la vitalité démocratique, le soin démocratique. Parce qu'on est là aussi dans des processus où il faut se former, il faut s'informer, il faut se transformer, il faut intervenir dans un espace, un chemin qui va se construisant, c'est l'espace public, et qui irait à l'envers de certaines, comme j'ai pu le dire, pressions du marché, pressions toxiques sur l'individu qui l'invitent à se replier sur lui-même, rester dans sa maison et payer, et donc pour l'aider à sortir de soi. Donc le soin, ça pourrait être aussi un soin démocratique. Oui, effectivement, Cynthia Fleury dit un individu, un bébé, au départ, il n'est pas agent de lui-même. Oui. Il faut qu'il devienne un individu. Mais ça ne se fait pas tout seul. Ça passe la plupart du temps par la mère, ce que dit Winnicott. C'est-à-dire que c'est... Winnicott, le psychanalyste. Ouais. Voilà. La mère élabore un certain domaine d'imagination. C'est l'élaboration imaginative, comme le dit Cynthia Fleury. C'est-à-dire que c'est ce qui permet à l'individu de se créer en tant qu'individu. Et la question, c'est est-ce que nos institutions sont capables de générer cette élaboration imaginative qui permet d'imaginer de nouvelles formes de vie, de nouvelles formes d'individus, de se réinventer. Est-ce que nos institutions en sont capables parce qu'elle rappelle que la démocratie, ce n'est pas uniquement le pouvoir, c'est le savoir. Et ça, on l'oublie parfois. C'est-à-dire que, évidemment, la séparation des pouvoirs est fondamentale, mais le savoir l'est tout autant. C'est ce qui pourrait éviter l'entropie démocratique, comme elle le dit. Et donc, pour ça, il faut se redonner le droit à l'enquête. Et là, donc, elle cite Bruno Latour. Et ce droit à l'enquête... Voilà, ce droit à l'enquête, c'est beaucoup plus large évidemment qu'une enquête journalistique, policière. C'est en fait l'appropriation du savoir, l'envie du savoir, l'envie de la connaissance, oser en fait penser, oser prendre ce risque-là et faire prendre ce risque-là à l'autre. Parce que inventer de nouvelles formes, c'est-à-dire sortir de l'état pathologique, c'est pouvoir vivre autrement. Et vivre autrement, ça permet de penser autrement. Et on voit là que quand on s'intéresse à la crise qui touche les soignants, par exemple, ou la crise qui touche l'enseignement, on s'intéresse vraiment à cette question du soin global et des institutions qui prennent en charge la crise du sujet et le besoin justement d'inventer de nouvelles formes de vie. Exactement, c'est la raison pour laquelle elle choisit d'ouvrir cette chaire de philosophie au sein de l'hôpital, c'est-à-dire expérimenter la philosophie au sens philosophique de l'expérience. C'est-à-dire l'expérience, c'est l'acte et sa conséquence, l'articulation entre l'acte et la conséquence. L'expérience, ce n'est pas uniquement l'acte et ce n'est pas uniquement la conséquence de l'acte, c'est cette articulation-là. Et donc, c'est la philosophie, le monde médical, l'articulation de toutes ces parties prenantes-là qui peuvent élaborer ensemble un nouveau système, ouvrir une brèche dans l'institution. Et fabriquer une philosophie clinique. Exactement. Merci Delphine Chaume. Merci Olivier.